Merci beaucoup pour la présentation. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de la conférence. Merci pour l'invitation. Donc, le titre de ma présentation, c'est Clinique Mauve, pérenniser un projet pilote d'offres aux soins adaptés aux populations LGBTQI+ migrantes. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais présenter des résultats d'une recherche-action, mais je vais aussi parler peut-être davantage du processus un peu de cette recherche-action, des défis, notamment parce qu'on ne parle pas de ces enjeux-là, on parle beaucoup des résultats. Donc, je voulais quand même évoquer ces éléments-là, même si je vais parler des résultats. Mais les résultats, vous pourrez les lire dans un article en fait, qui sort la semaine prochaine dans la revue Santé publique. Donc, je vous invite à consulter cet article-là. Donc, la clinique Mauve, Ok. Donc, la clinique Mauve, qu'est-ce que c'est? Comme je disais, c'est un projet pilote, c'est une clinique pour les personnes LGBTQ migrantes qu'on a montée avec mon collègue Édouard Lee de l'École de travail social de l'Université de Montréal et d'autres collègues impliqués, bien évidemment, et qu'on a monté donc dans le cadre, dans le contexte de la COVID-19. Pour offrir des soins aux populations LGBTQ migrantes, mais aussi évaluer finalement la mise en œuvre de cette clinique-là. Pourquoi est-ce qu'on a monté la clinique Mauve, au-delà d'intérêts de recherche respectifs à mon collègue et à moi sur ces enjeux-là? C'est aussi au fait que ces populations-là, donc les populations LGBTQ migrantes, vivent des réalités complexes, déjà dans leur pays d'origine. Plusieurs ont subi des violences à la fois hétéronormatives et cisnormatives, mais aussi des violences qui peuvent être accentuées par des violences politiques, dictatures, guerres, etc. Une fois arrivés au Québec, d'autres enjeux se posent, donc souvent liés à la régularisation de leur statut migratoire, mais aussi recherche d'un emploi, recherche d'un logement, etc. Ce qui fait que ces personnes rencontrent de nombreux défis et obstacles dans l'accès et la continuité aux soins, des défis qui peuvent être liés à leur statut migratoire, à leur identité ethno-raciale, à leur orientation sexuelle, à leur identité de genre. Et c'est des défis qui sont connus en fait dans la littérature depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années déjà que les spécialistes appellent finalement à développer des services spécifiques pour prendre en considération ces défis-là auxquels font face les personnes LGBTQ migrantes. Donc là, une citation notamment donc avant même la COVID-19, finalement, dès 2016, il y avait des spécialistes qui appelaient à développer des services spécifiques. La COVID-19, bien évidemment, est venue accentuer cette situation. Donc là, j'ai mis quelques statistiques. On a fait une enquête Lime Survey auprès de personnes LGBTQ migrantes et les chiffres que je présente tout au long de la présentation sont issus de cette étude-là. Et donc, justement, la COVID-19 est venue accentuer ces réalités. Comme vous pouvez le voir, 38% ont rencontré des difficultés au niveau de leurs conditions de vie. 89% se sont sentis isolés socialement, 59% ont vu leur santé mentale se détériorer, 36% ont été confrontés à davantage de discrimination. Donc tous ces éléments-là, finalement, expliquent qu'on s'est lancé dans ce projet pilote-là. Le contexte un peu de développement de ce projet pilote-là, c'était principalement en fait une subvention qu'on a obtenue de la Fondation de l'avancement pour la médecine familiale, qui nous a permis finalement, avec des partenaires, notamment Agir, qui est un organisme communautaire par et pour les personnes LGBTQ migrantes, avec qui on a travaillé depuis le début pour développer la clinique Mauve, aussi l'Institut universitaire Sherpa, auquel mon collègue Édouard Lee et moi sommes rattachés, et où en fait au début on a pu fournir ces soins-là. Donc c'est l'Institut universitaire Sherpa qui nous avait donné les locaux, etc., pour pouvoir offrir ce type de soins. L'Institut universitaire Sherpa, il est situé au sein du CLSC Parc Extension. Le GMF Côte des Neiges, donc on a travaillé avec deux médecins, Dr Vania Jiménez et Dr Pierre-Paul Tellier, qui, pareil, dans ce cadre-là, ont offert des services. Et donc, mon collègue aide et moi. Donc la clinique Mauve, qu'est-ce que c'est? C'est 4 volets qu'on a développés. Donc un volet clinique, offrir des soins intégrés
médicaux, psychosociaux et de santé sexuelle aux personnes LGBTQ migrantes. Donc je vais revenir après par la suite, je vais expliquer plus en détail qu'est-ce qu'on entend par soins intégrés. Un volet liaison, parce que l'idée c'était aussi de développer ça avec les communautés concernées, parce que beaucoup de projets, justement, notamment des projets qu'on mène à l'université, sont des fois déconnectés. Et donc, c'était très important pour nous, dès le début de l'idéation finalement du projet, d'impliquer directement les personnes concernées, d'où l'intérêt de ce volet liaison. Un volet formation, où finalement on offrait des formations aux professionnels de la santé, mais aussi à des intervenantes dans les organismes communautaires sur les réalités des personnes LGBTQ migrantes. Et finalement, un volet évaluation, recherche, où l'idée, et je vais revenir sur les objectifs, mais c'était essentiellement d'évaluer la mise en œuvre de cette clinique. Donc notre population cible, c'était les personnes LGBTQ migrantes et racisées, donc essentiellement Montréal, couronne de Montréal, donc des personnes arabophones et hispanophones, surtout parce que c'était les communautés avec lesquelles travaillait l'organisme communautaire Agir, avec lequel on travaillait. Des personnes ayant des besoins multiples et complexes, des personnes à statut de migrants précaires, en situation de crise, notamment des personnes à risque suicidaire, où on a vu vraiment une montée de ces risques-là pendant la COVID-19, et les personnes transmigrantes. Donc, tout à l'heure, je parlais de parcours de soins intégrés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça voulait dire que chaque personne qui était prise en charge par la clinique Mauve, elle rencontrait au moins 2 professionnels de la santé. Un autre élément aussi par rapport à la clinique Mauve, c'est que la première personne, souvent de l'équipe que rencontrait la personne LGBTQ migrante, était un ou une TS, en fait, un ou une travailleuse sociale, ce qui est différent en fait du système classique où généralement la porte d'entrée vers le système de soins, c'est le médecin de famille. Alors que là, l'idée, c'était de rencontrer le ou la TS, généralement avec un père navigateur, donc pas les mêmes pères, nous c'est les PAIR, donc un père navigateur qui était elle-même des personnes LGBTQ migrantes, qui étaient installées au Québec depuis quelques années et qui finalement accompagnaient ces personnes qui sont souvent nouvellement arrivées pour justement naviguer le système de soins de santé et de services sociaux. Donc, la porte d'entrée, c'était le ou la travailleuse sociale. Et par la suite, après une évaluation qui était faite avec le père navigateur, cette personne était référée soit à un psychologue, soit au médecin, soit au psychothérapeute, etc., en fonction des besoins de cette personne-là. Donc, rapidement, je ne vais pas aller dans le détail, dans les chiffres, mais c'est juste, ça, c'était la phase 1. Là, on rentre donc c'était la phase pilote. Là, on rentre dans la phase 2. Donc, c'était juste pour montrer un peu le nombre d'interventions, pour montrer les besoins complexes que ces personnes pouvaient avoir. Donc, je pourrais revenir sur ces chiffres plus en détail pendant la période de questions, si souhaité. Donc ça, c'est pareil, suite à l'évaluation, donc le questionnaire qu'on a fait. Donc, je ne vais pas aller... je vous invite à lire les chiffres pendant que je parle, mais concrètement, juste pour montrer que, dans une certaine mesure, ça a permis de lever certaines barrières. Et par la suite, quand je vais parler plus comme notre recherche, aller plus en détail de qu'est-ce que ces chiffres veulent dire concrètement. Donc, le volet liaison, concrètement, on l'a arrêté, c'était essentiellement pendant la période Covid. Donc, c'était essentiellement de la distribution de ressources qu'on a fait, des ateliers, notamment sur l'auto-soin pendant la période de Covid-19, mais toute la période de vaccination aussi. Donc, on a fait des ateliers en arabe, en espagnol notamment. Et on a travaillé aussi avec une ligne d'écoute pour rendre accessibles les services, parce qu'il y a des lignes d'écoute, notamment pour les personnes LGBTQ qui existent, mais qui sont généralement soit en anglais, soit en français. Et donc, on a travaillé en fait avec 2 organismes pour faire en sorte qu'il y ait des périodes de la journée que ces lignes d'écoute soient également accessibles pour des personnes arabophones ou hispanophones. Donc, le volet formation, on a travaillé avec 3 formations essentiellement. Donc, formation spécifique autour des besoins pour les personnes trans, donc la formation transdiversité, et 2 formations, l'une, mieux intervenir auprès des personnes LGBTQ migrantes et racisées, et l'autre, comment améliorer l'accès aux soins de santé et services sociaux pour les réfugiés LGBTQI+. Donc ça, pareil, on a eu 135 intervenantes du réseau de la santé et des milieux communautaires qui ont pu participer à ces formations. Donc,
Donc deuxième partie de ma présentation par rapport plus au volet recherche, qui est le quatrième volet de la clinique MAUVE. Donc la phase 1, la phase pilote, les résultats que je vais présenter aujourd'hui sont tirés de cette phase-là. On avait 4 objectifs qui étaient d'évaluer la mise en œuvre finalement de ce tout premier point de service et du programme des liaisons destiné aux personnes LGBTQ migrantes à Montréal, identifier les conséquences directes et indirectes de la COVID-19 sur les personnes LGBTQ migrantes, identifier aussi les barrières d'accès aux soins et de continuité aux soins auxquelles font face les personnes LGBTQ migrantes, et enfin évaluer l'impact des formations, différentes formations qui étaient offertes dans ce cadre-là. Ça, c'est pour la phase 1. Pour la phase 2, là, on est encore dans les démarches éthiques, etc., donc on n'a pas commencé la récolte de données, mais concrètement, l'idée, c'est, à partir des résultats que je vais présenter de la phase 1, c'était de finalement comment assurer une pérennité de ce modèle-là qu'on propose. Et il y a plusieurs défis qui viennent avec ça et on pourra en parler. Je vais en parler dans la suite de ma présentation, mais on pourra en parler aussi pendant la période de réponse, questions-réponses. Donc l'idée, c'est, avec la phase 2, les objectifs, c'est d'évaluer la faisabilité, l'accessibilité du modèle de soins de la clinique MAUVE, comprendre les moyens à mettre en œuvre pour assurer la pérennité du modèle, comme je disais, examiner le rôle de la collaboration intersectorielle. Comme vous l'avez vu depuis le début, c'est entre différents secteurs. Donc, il y a le secteur communautaire, secteur universitaire de la recherche, il y a le secteur évidemment institutionnel avec l'accès aux soins. Donc, finalement, c'est plus penser ces relations-là. Et finalement, identifier les moyens pour assurer que les personnes concernées, donc les personnes elles-mêmes LGBTQ migrantes, soient impliquées aux différents niveaux décisionnels de la clinique MAUVE. Donc, pour la phase 1 de la clinique MAUVE, donc on avait 4 groupes avec lesquels on a travaillé. Donc, les personnes elles-mêmes LGBTQ migrantes et qui ont reçu des services au sein de la clinique MAUVE, les personnes qui sont, donc ça c'est le groupe A, et les personnes qui sont impliquées, donc aussi bien les intervenants, les intervenantes, les organismes communautaires impliqués et qui ont offert des soins. Donc les résultats que je présente sont tirés à la fois, donc pour le groupe A, de questionnaires, comme je disais, qu'on a passé aux personnes desservies, et dans un deuxième temps d'entretien semi-structuré qu'on a mené auprès des personnes impliquées au sein de la clinique MAUVE. Donc pour ce qui est des conséquences de la COVID-19, notamment depuis des conséquences d'évolution de difficultés depuis la COVID-19, ce qu'on constate de manière... parce que j'arrive pas à voir, c'est trop petit sur mon écran. Mais ce qu'on constate de manière générale, c'est que, et sans surprise en fait, c'est que la situation s'est pas mal empirée à plusieurs niveaux, aussi surtout en fait au niveau de la santé mentale, mais aussi au niveau de la santé physique, sécurité financière, etc. Le seul élément où finalement ça s'est pas empiré, mais où la situation s'est améliorée en fait, c'est le soutien aux organismes communautaires, ce qui peut-être qui nous a surpris en fait. On a essayé de comprendre pourquoi est-ce que le soutien des services communautaires s'est amélioré pendant la période de Covid-19. Donc ça, quand on a investigué davantage, ce qui est ressorti, je ne sais pas si vous vous rappelez, si des personnes sont impliquées dans les organismes communautaires, mais au niveau provincial, il y a eu plusieurs subventions spécifiquement du MSSS, donc ministère de la Santé et des Services sociaux, spécifiquement pour répondre aux enjeux qui avaient été créés avec les Covid-19, et beaucoup des organismes avec lesquels on travaillait notamment et qui travaillent avec les populations LGBTQ migrantes avaient pu bénéficier de ces subventions spécifiques-là, ce qui avait permis de développer des services qui, avant la Covid-19, n'avaient pas. Par exemple, l'organisme communautaire avec lequel on travaillait, donc Agir, pendant cette période-là, a développé il faisait une distribution dans un premier temps de paniers, de paniers pas de repas, là, mais de nourriture, etc. Et après, des distributions de sacs cadeaux. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'ils ont pu faire juste avec cette subvention, enfin les subventions qu'ils avaient obtenues du MSSS et qui leur avaient permis de développer des services qui, normalement, ils ne donnaient pas le reste du temps. Et là, ils ont arrêté de nouveau. Donc ça montre comment, quand on investit aussi dans les organismes communautaires, ça peut apporter des changements dans la vie, notamment ici, des populations concernées.
Donc, pour ce qui est de l'évolution du traitement, des traitements de ces populations depuis l'arrivée de Covid-19, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des situations, la situation est restée plus ou moins la même. On constate quand même que la situation est pire, donc en termes de, justement, discrimination liée à l'intersection des identités, notamment liée à l'orientation sexuelle, au statut migratoire. On constate quand même une légère augmentation depuis l'arrivée de la Covid. Un des éléments qui était... Je ne vais pas lire mes citations, donc pareil, je vous invite à lire les citations pendant que je parle, mais concrètement, un des éléments qui est ressorti, ça c'est les entretiens qu'on a fait avec les intervenants, intervenantes au sein de la clinique Mauve, un des éléments, et qui en fait confirme un peu ce qu'on a retrouvé dans l'enquête qu'on a fait par l'AM Survey, c'est comment est-ce que la santé mentale des personnes LGBTQ migrantes s'est détériorée depuis l'arrivée de la Covid-19. L'isolation sociale aussi est un élément qui est revenu dans plusieurs entretiens et qui s'explique aussi par le fait, parce que notre population elle est très très spécifique, parce qu'il y a beaucoup de migrations évidemment qui viennent en famille, etc. Pour le cas spécifique des personnes LGBTQ migrantes, c'est souvent des migrations individuelles et des personnes qui, la plupart du temps aussi, se coupent, soit décident de le faire ou juste parce que la situation fait qu'ils se coupent de leur famille. Donc ça fait en sorte que ça augmente les risques d'isolation sociale dans ce cas-là. Pour ce qui est des discriminations et barrières d'accès, un élément qui est revenu, en fait, ça fait écho à la présentation d'avant par rapport à la barrière de la langue. C'était l'un des éléments. Donc, on s'attendait évidemment à trouver des éléments liés à l'homophobie, la transphobie, le racisme, etc. Mais un élément qui est ressorti vraiment de manière assez importante, c'est les barrières liées à la langue. Et ce qui explique, même si normalement dans le système de soins de santé, les personnes ont accès normalement à des interprètes. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on fait très peu appel aux interprètes dans le système de soins de santé et services sociaux, ce qui fait que les personnes, en raison la plupart du temps de défis administratifs, etc., qui complexifient la situation, ce qui fait que la barrière de la langue était un élément qui est ressorti dans plusieurs entretiens. Barrière intersectionnelle aussi, pareil, je vous invite à lire la citation, mais ça démontre comment le fait justement l'accumulation de, notamment ici, il fait état de justement le statut migratoire, l'homophobie, etc., dans le système de soins, fait en sorte d'accumuler finalement les défis auxquels ces personnes peuvent faire face. Finalement, lever les barrières très rapidement parce qu'il me reste 2 minutes. Comment est-ce que et j'avais dit que j'allais pas dépasser. Donc, comment est-ce que un système comme celui du CNIVA peut lever certaines barrières? Donc, naviguer le système. Donc là, je parlais du système de ces pairs navigateurs qui finalement en fait accompagnent ces personnes-là dans leurs rendez-vous médicaux, psychosociaux, etc. Des fois, vont même les chercher du métro pour les accompagner jusqu'au CLSC parce qu'on travaille avec CLSC Parc-Aix et CLSC Côte-des-Neiges. Donc, ça a permis de faire une différence finalement parce que les personnes, au-delà de faire un travail d'interprétation, les accompagner dans les formulaires, faisaient aussi de la défense des droits, du soutien émotionnel. Donc, ils avaient vraiment des tâches multiples qui permettaient de naviguer le système au-delà des éléments administratifs. Établir le lien de confiance, ça aussi c'était un élément qui était central. Et comment ça s'est fait aussi, c'était en embauchant au sein des membres de l'équipe des personnes aussi, la plupart des personnes au sein de l'équipe de la clinique Mauve étaient des personnes qui étaient elles-mêmes LGBTQ migrantes, qui au-delà de l'anglais et de français parlaient soit l'espagnol, soit l'arabe. Donc ce qui faisait aussi, et ça on le souligne pas souvent, mais finalement quand l'intervenant ou l'intervenante en face partage un bagage commun, ça facilite ce lien de confiance, surtout quand, dans certaines situations, notamment avec les populations LGBTQI, mais aussi avec les populations migrantes, des fois le lien de confiance est coupé entre le système de la santé et des services sociaux en raison de plusieurs éléments sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui.
Je vais peut-être finir sur ça, interdisciplinarité. Là, c'était une entrevue qu'on avait eue avec, je pense que c'était le psychologue qui disait justement le fait d'avoir un médecin à disposition, le TS, de travailler ensemble en équipe, ça faisait une réelle différence parce que comment ça fonctionne généralement dans le système de soins de santé, c'est que justement, il n'y a pas de rencontre d'équipe entre les différents professionnels, ce qui fait que les personnes sont ballottées d'un service à l'autre, va voir le psychologue, va voir le TS. Et là, le fait d'avoir des rencontres hebdomadaires qui étaient mises en place, ça faisait une différence. Donc, juste pour conclure, donc par rapport à notre recherche, donc la majorité des participants qui ont participé sont des personnes noires, arabes, latinex et un statut migratoire précaire, âgés entre 18 et 39 ans et qui étaient au Canada depuis une période assez récente. 65% des personnes trans, non-binaires ou au genre non conforme. La santé mentale de ces 50% de ces personnes s'est aggravée. Je vois. Donc, multiples discriminations, barrières d'accès aux soins, notamment la langue sur laquelle je suis venu. La clinique Mauve a réussi à répondre à certains de ces besoins-là, mais d'autres défis qui restent et qui subsistent. Merci beaucoup pour votre attention.